85% des gérants professionnels perdent contre le marché. Pourtant, c'est presque viscéral. En tant qu'investisseur et investisseuse, on a tous envie de trouver la pépite, l'action sur laquelle il faut investir. Alors j'avais envie de faire une vidéo pour bien décortiquer ce sujet. Pour être très honnête, les probabilités sont contre nous quand on essaye de faire du stock picking, mais on va quand même aller au-delà de tout ça et regarder quels sont les grands secteurs intéressants d'action en 2026 qui peuvent avoir encore un réservoir de performance. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, ça coûte pas cher et ça aide la vidéo à être plus visible. Et puis un petit like, ça coûte pas cher non plus et ça nous aide beaucoup. Alors bien sûr, je commence par un disclaimer, le stock picking c'est un pari. Et un pari c'est difficile. Et comme je le disais dans l'intro, il y a une étude très connue qu'on appelle l'étude Spiva, qui permet de comparer les fonds actifs contre l'indice majeur du S&P 500. Et là, on a à l'écran cette cartographie qui est vraiment très parlante. C'est les dernières données à jour. Et on voit, donc ça a été mis à jour fin décembre 2025, donc c'est vraiment les données les plus fraîches. C'est sur les États-Unis, mais c'est très représentatif, puisque c'est le plus gros marché action du monde. Et on voit que là, sur l'échelle 1 an, on a déjà 78% des fonds actifs qui ont sous-performé le S&P 500. Sur 5 ans, on a presque 90%, on est quasiment à 90%, presque 9 fonds actifs sur 10, et on parle de professionnels, on parle de fonds d'investissement qui ont avec eux des tonnes d'analystes, des données financières de très bon niveau, probablement des données privilégiées par rapport à nous, investisseurs indépendants. Et bien quasiment 9 fonds sur 10 font moins bien que le S&P 500 si on prend une échelle de 5 ans. Et si on passe à 10 ans, on reste dans ces ordres de grandeur-là, 85% ici qui font moins bien. Et sur 15 ans, on arrive quasiment pour le coup à 90% tout rond, 89, 93. Donc là, on est vraiment à 9 fonds actifs sur 10 qui font moins bien que le S&P. Donc ça, c'est la toute première chose à avoir en tête. Quand on va faire du stock picking, les probabilités sont contre nous. Sur Anantis et dans l'application qu'on développe, on est dans une philosophie long terme où le cœur de l'idée, c'est de mettre justement les probabilités avec nous. Donc évidemment, si on fait du stock picking, pourquoi pas, mais il faut le faire en connaissance de cause et donc en sachant qu'on part avec des dés qui vont jouer en notre défaveur. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour minimiser ce problème ? On va tout simplement réduire l'allocation qu'on va accorder au stock picking. Typiquement, on va prendre des ETF pour se protéger, ce qu'on va appeler un portefeuille core, qui va représenter, on va dire, entre 60 et 90% de votre allocation en bourse. À vous de régler l'endroit où vous vous sentez le mieux. Avec ce qui va nous rester de cette allocation, là, on va faire du stock picking et on va se permettre de prendre plus de risques sur une sélection d'actions. Alors du coup, je prends le problème à l'envers et je vais, avant de vous parler des grands secteurs des actions intéressantes à regarder et de vous citer quelques actions, parce qu'on va aller vraiment dans le concret, tout simplement, regardons le MSCI World Index. Donc vous avez des tonnes d'ETF qui sont disponibles pour répliquer le cours de cet indice. C'est avec ça en fait qu'il faut commencer. Il faut avoir ce socle sur un ETF. Et si vous voulez pas vous poser de questions, si vous voulez faire simple et le plus sûr possible au sein du risque action, c'est clairement vers le MSCI World qu'il faut vous orienter. C'est l'indice mondial avec 1500 des plus grosses entreprises mondiales. Vous êtes quelque part corrélé à la croissance mondiale quand vous investissez sur un ETF qui réplique cet indice. C'est assez parlant, je trouve. On a un historique qui remonte jusqu'à 1980, un peu avant même, les années 70, fin des années 70. Donc on a plus de 45 ans d'historique sous les yeux et vous avez la progression de cet indice. Sur les 5 dernières années, si on lisse la performance de l'indice sur les 5 dernières années, on est à 13% de rendement par an. Donc c'est à peu près pareil sur 10 ans. Et si on veut prendre une échelle encore plus longue, pour prendre plus de perspectives, si on prend une moyenne sur les 20 dernières années, ça rapporte environ 8% et demi par an, et c'est la même moyenne sur 40 ans. Donc ça ne veut absolument pas dire que vous ne risquez rien en investissant sur le MSCI World, ça veut juste dire que si vous vous projetez sur une échelle de temps
très longue, vous mettez cette fois-ci les chances de votre côté et vous pouvez espérer avoir un rendement qui va tendre vers 8% sur le long terme. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc, une des stratégies les plus communément adoptées par beaucoup d'investisseurs indépendants, c'est tout simplement de créer une base d'investissement sur un ETF MSCI World. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, 70% de votre allocation, elle va être là, ou 80% même. Vous pouvez éventuellement combiner avec d'autres ETF si vous avez envie, mais l'idée, c'est de vraiment faire un socle sur cet indice-là, parce que c'est vraiment le plus sûr sur le long terme. Gardez en tête que bien évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les années sont positives. Vous avez ce petit diagramme ici avec des années en perte, c'est les années rouges, mais on voit que sur encore une fois plus de 40 ans d'historique, il y a une majorité d'années gagnantes. C'est pour ça qu'à la fin, on a une performance positive de 8% si on moyenne tout ça. Maintenant, on va regarder les secteurs d'actions intéressantes et on va voir une sélection d'actions qui ont un potentiel encore intéressant en 2026 pour faire de la performance. Je précise bien évidemment, comme toujours sur la chaîne, que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous devez faire vos propres recherches. Je partage juste ici quelques points de vue et observations basés sur des faits. Après, c'est à vous de faire vos propres choix et surtout de ne jamais investir de l'argent dont vous auriez besoin à court terme. L'IA, c'est le moteur de la performance boursière depuis 2022. Aujourd'hui, on est 4 ans plus tard et clairement, la croissance n'est pas terminée. Les dépenses d'infrastructure, les data centers, tout ce qui est investissement en GPU, vous savez, les processeurs qui sont nécessaires pour faire tourner ces fameux modèles, ces grands modèles de langage, les dépenses énergétiques qui sont associées, tout ça, ça continue d'accélérer à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Les hyperscalers, Microsoft, Google, Amazon, Meta, ceux qui développent des immenses data centers pour justement faire tourner tous ces modèles, ils n'ont pas terminé leur investissement d'infrastructure, loin de là, et collectivement, ils totalisent plus de 200 milliards de dollars en capex IA, c'est-à-dire en dollars qui vont être directement injectés dans les infrastructures pour faire tourner les grands modèles de langage. Du coup, on peut tirer une liste de valeurs clés qui sont toujours intéressantes dans cette perspective-là parce que c'est des cycles très longs, tout ça. Il y a évidemment le fer de lance Nvidia qui reste encore aujourd'hui, à mon sens, une action très intéressante à regarder. C'est le fournisseur de pelles dans la ruée vers l'or de l'IA. Ça, c'est presque une lapalissade de dire ça maintenant. Et tant que les data centers vont continuer à se construire, Nvidia va continuer à vendre. Ensuite, on a Microsoft, qui est peut-être une des grandes sociétés de la tech les mieux diversifiées. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo dédiée. En ce moment, Microsoft a un cours très bas par rapport à ses résultats qui sont exceptionnels. Et j'avais une conviction récente, c'était que Microsoft était à un très bon prix d'achat. Mais plus globalement, sur le côté IA, Microsoft est très intéressant. D'une part, parce qu'ils ont Azure, le cloud de Microsoft, qui est le challenger direct d'AWS. Ils sont devant Google Cloud avec Azure. Et ils ont Copilot, qui est une infrastructure extrêmement bien faite pour assister les développeurs avec de l'IA. Ça marche extrêmement bien. Dans les derniers résultats de Microsoft, le nombre de licences mensuelles Copilot a explosé dans les derniers résultats. Donc c'est la preuve qu'il y a une vraie traction. Et puis en plus de ça, ils ont une participation dans OpenAI et on a vu d'ailleurs des news récentes où on a vu qu'ils ont carrément utilisé également Anthropic Claude, le concurrent d'OpenAI. Donc Microsoft, ils essaient de se positionner absolument partout pour tirer profit de cette révolution de l'IA. C'est une stratégie très complète et très bien diversifiée. Ensuite, on a ASML. ASML, c'est le monopole européen sur la lithographie, donc c'est une technologie qui est directement liée aux semi-conducteurs et aux puces avancées. Alors on peut regarder la fiche ASML sur Anantis, vous voyez qu'on a un momentum de 74. Le momentum, c'est un score propriétaire sur notre site et sur notre application qui est extrêmement utile. On s'est basé sur la recherche académique sur la théorie du momentum et on fait un score qui va entre 0 et 100 en utilisant les moyennes des performances passées et en accordant énormément de poids à la performance 1 an et 6 mois. C'est ce que la théorie académique montre, que plus cette performance récente est élevée, plus la tendance
tendance a des chances de se poursuivre, et ça nous donne un score comme ça très rapidement en un clin d'œil. On sait si on est dans une tendance haussière ou pas. Donc 74 de momentum, c'est un très bon score. Au-dessus de 70, c'est très intéressant, et ça veut dire que le titre a très bien performé récemment. Ça se voit sur son courbe. Vous voyez, sur sa courbe, si je me mets sur un an. Et sur 5 ans, on voit que c'est un titre qui a un peu de volatilité, mais sa tendance haussière est très nette. De toute façon, 168% sur les 5 dernières années. Donc c'est vraiment un titre intéressant. Donc côté Amsterdam, éligible en PEA, donc ça coche quand même pas mal de cases. Et ensuite, on a AMD éventuellement, qui peut être intéressant à regarder parce que AMD, c'est, on va dire, le concurrent le plus sérieux face à Nvidia pour des GPU. Voilà, en plus vous voyez dans les news récentes, il y a eu carrément un data center en Inde, un projet de 200 MW, et pareil, un momentum de 77. Donc si vous avez envie peut-être de panacher Nvidia avec son concurrent, pourquoi pas, ça peut être une option. Et la dernière action rapide qui me semble intéressante, j'en ai déjà parlé, c'est Micron Technology, qui est hyper intéressant. Vous avez une vidéo dédiée sur Micron sur la chaîne, vous l'avez ici également. Micron, 95 de momentum. Alors eux, c'est des fabricants de RAM, et c'est devenu hyper intéressant parce que ils font une RAM spéciale pour les GPU. Ils sont les meilleurs du monde sur cette technologie de RAM. Ils sont basés aux États-Unis, ils n'ont pas de problème avec les taxes d'importation de Trump. Et ils ont un carnet de commandes qui est déjà plein pour l'année 2026. Et donc c'est vraiment un nouveau levier de gain par rapport à l'IA. Donc ça, c'est encore une autre idée si vous voulez investir sur ce secteur. Alors après, il y a évidemment des risques associés à chaque secteur, et pour l'intelligence artificielle, le risque majeur, c'est que les valorisations sont quand même déjà assez élevées. Il y a déjà eu beaucoup de pricing, comme on dit, qui a été fait. Donc si les revenus IA tardent à se manifester, sous-entendu les utilisateurs, les clients qui utilisent l'IA et non pas les fabricants, si eux ils ont du mal entre guillemets à transformer leurs investissements IA en résultats opérationnels pour leurs entreprises, à ce moment-là ça peut provoquer une correction, et si une correction de ce type arrive, ça va impacter tout le secteur. Donc prudence. Ça peut être, à mon avis, ça reste toujours intéressant d'être investi sur l'IA, mais il faut avoir ce risque en tête et donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme d'habitude. Alors ensuite, on a un deuxième secteur qui est intéressant à long terme, c'est évidemment le secteur de la défense. Alors, du point de vue investissement long terme, c'est un pan qu'on ne peut pas négliger. Il y a notamment un peu le trio gagnant, on va dire Thales en France, qui est vraiment le fleuron. Il travaille sur des systèmes de communication, sur de la cybersécurité, sur du spatial également, donc c'est quand même très diversifié. Thales, c'est pas uniquement une société qui travaille sur tout ce qui va être militaire, même s'ils sont quand même impliqués beaucoup là-dedans. Et ce qui est intéressant, comme avec tout à l'heure ASML, c'est que c'est une société française, donc éligible au PEA. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a également l'allemand Rheinmetall, qui fabrique des munitions, des véhicules blindés, et qui a un carnet de commandes qui a littéralement explosé. Vous le savez certainement, l'Allemagne se réarme et réinvestit massivement dans sa défense. La guerre en Ukraine n'y est pas pour rien, et c'est une action qui a extrêmement bien performé également récemment. Voilà, je ne sais pas s'ils vont splitter leur action bientôt, mais l'action est quand même à 1500 €. Mais c'est une valeur vraiment, une valeur qui est extrêmement investie sur ce thème en ce moment, et qui est elle aussi éligible en PEA parce que c'est une action allemande. Et puis on a également Dassault Aviation qui a un momentum de 60, qui est en tendance plus positive, avec aussi beaucoup de volatilité d'ailleurs récente. Mais il y a des marges d'escalier sur le cours là qui sont intéressantes. Ils fabriquent le Rafale, le Falcon, et ils ont un carnet de commandes qui est plein jusqu'en 2030. Donc ce qui est intéressant dans ce secteur de la défense pour un investisseur long terme, c'est que les commandes elles sont pluriannuelles, les revenus ils sont très prévisibles, et en ce moment il y a un soutien politique quasi unanime. Tout ça c'est quand même très rare en bourse. Et c'est pour ça que c'est un secteur qu'on ne peut pas ignorer si on veut construire un portefeuille long terme, à mon sens. Vous avez également la page dédiée sur Anantis si vous voulez creuser
Meilleures actions défense et armement, qui a été rédigé le mois dernier, donc ça a un petit peu bougé depuis, mais le contexte reste le même, et comme les tendances observées sont des tendances long terme, ça reste intéressant. Vous avez d'autres sociétés que vous pouvez aller voir, comme Safran, Airbus, par exemple, et d'autres, un petit tableau comparatif, vous pouvez trier comme vous voulez, et les actualités récentes, et puis ensuite une analyse un petit peu détaillée. Ensuite, on ne peut pas parler des bonnes actions sur lesquelles investir en 2026 sans parler du luxe, parce que c'est un sujet quand même très intéressant, le luxe, puisqu'il y a eu un énorme retournement ces dernières années. C'était un petit peu la valeur, le secteur phare, tout le monde parlait du luxe dans les actions après le Covid, pendant le Covid. C'était un peu les stars. LVMH, on la voyait arriver à 1000 € à l'époque, je me souviens, il y avait des analystes boursiers qui disaient qu'elle allait aller jusqu'à 1000 €, et patatras, là on est tombé à 500 € pour LVMH. Mais ça me semble quand même intéressant. Regardez un petit peu ce qui se passe sur les actions du luxe en ce moment. Avec LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal, on a 4 entreprises françaises qui dominent, qui même écrasent littéralement le luxe mondial. Donc c'est une spécificité française qui est vraiment un avantage compétitif très rare, et ça mérite de le noter. C'est un avantage unique pour la France d'avoir ces 4 sociétés-là. Donc, notamment avec une entreprise comme LVMH, il y a quand même une très bonne résistance. C'est quand même des entreprises qui marchent très bien, il y a plein d'explications à ça. Ces entreprises, elles ont ce qu'on appelle un pricing power très fort, ça veut dire qu'elles peuvent monter leur prix sans affecter leur vente. L'exemple parfait pour ça, c'est Hermès, qui augmente ses prix en moyenne de 5 à 7% par an, sans perdre de clients. Ensuite, il y a la barrière à l'entrée, c'est-à-dire que c'est très difficile de répliquer les business models du luxe, parce que avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une marque du luxe ? C'est justement une marque. C'est une renommée, c'est une aura, c'est un savoir-faire de décennies, c'est une réputation, et ça ne s'achète pas, ça ne se fabrique pas, et ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se gagne au long cours, avec une démonstration d'un savoir-faire et d'une spécificité en fait. Et puis en fait, on a une demande structurelle qui est très importante. On a la classe moyenne supérieure mondiale qui se développe avec la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, et toutes ces populations-là, de populations de plus en plus aisées dans ces régions du monde, elles croient. Donc il y a de plus en plus de clients pour ces marques dans ces régions du monde. Après, il y a un risque qui vient quand même avec ce secteur, c'est la dépendance au marché chinois, qui représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc dès qu'il se passe quelque chose en Chine qui fait baisser la consommation du luxe, ces entreprises perdent en fait tout de suite des revenus. Par contre, si on regarde sur 10 ans, c'est une tendance quand même qui est vraiment, vraiment claire. Et comme toutes ces valeurs sont éligibles au PEA, si vous vous projetez vraiment sur le long terme, en ce moment, on a des prix quand même très intéressants. Je reviens quand même à LVMH. On peut regarder LVMH et Hermès d'ailleurs, on va en prendre deux. Là, on est sous les 500 €. On est tombé à un momentum de 28, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un début de retournement sur 6 mois. C'est un premier signe. Ça ne veut pas dire que c'est le moment de rentrer, mais ça veut dire que c'est un bon moment pour commencer à surveiller attentivement ce qui se passe sur LVMH. Si on regarde sur 10 ans, le point aujourd'hui à 487 € nous ramène au 22 mars 2021. Ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui, vous faites un saut dans le passé de 5 ans. Donc ça peut être intéressant de commencer à y réfléchir et de surveiller dans les mois qui viennent ce qui va se passer sur l'action si ce retournement qui est aujourd'hui autour de 2% sur 6 mois, continue de monter, ça pourra être un signal intéressant pour peut-être rentrer petit à petit en DCA. Je trouve que voilà, LVMH, ça reste quand même un acteur majeur du luxe mondial, qui est très bien géré, et peut-être que l'action est bradée. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le en commentaire, on pourra faire une analyse technique comme je fais rapide, focus sur LVMH. J'ai l'impression en faisant cette vidéo qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder pour voir un petit peu s'il y a un retournement qu'on peut détecter ou en tout cas qui peut éventuellement apparaître. Ça c'est pour LVMH. Et ensuite Hermès, très intéressant aussi parce que Hermès c'était la dernière des actions du luxe qui résistait et elle a commencé à corriger elle aussi. Vous voyez, elle perd 25% sur un an et 6% sur les 6 derniers mois et elle on est autour des 1900 €.
et on est revenu janvier 2024. On a perdu un an en gros. Hein. Par contre, si vous regardez sur le long terme, vous voyez là, si on fait une moyenne à l'œil nu, c'est vraiment une tendance très lisse, très nette, haussière. Et donc là, c'est exactement pareil. En voyant cette courbe, on se demande s'il n'y a pas un petit moment de retournement qui pourrait arriver. Donc là, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Tout ce que je dis, hein, c'est de l'intuition, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est intéressant de surveiller dans les mois qui viennent ce qui va se passer sur Hermès et sur LVMH. Alors le dernier axe qu'on peut regarder, c'est tout ce qui va concerner les actions à dividendes, qui vont en plus être éligibles PEA. Ça peut toujours être une combo assez intéressante. Alors ça peut être très populaire auprès de certaines personnes, les actions à dividendes. Hein, l'intérêt, c'est que vous détenez des actions et vous allez toucher des revenus automatiques dans le compte où vous détenez ces actions. C'est les fameux dividendes versés aux actionnaires. Alors c'est toujours intéressant éventuellement à regarder, mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège du dividende. Un dividende très élevé, ça peut souligner une action qui est en difficulté. Hein. Ça peut être une technique pour les sociétés d'augmenter les dividendes pour essayer de réattirer des investisseurs chez eux. Et souvent, un dividende trop haut, c'est le signe qu'une action va mal. Et ça vous sert à rien d'avoir un gros dividende autour de 10% si l'action, en fait, elle ne fait que chuter année après année, parce que votre valorisation se dégrade et finalement, vous perdez de l'argent. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Et en vrai, si vous choisissez des actions à dividendes, il faut toujours regarder le couple croissance de l'action sur les années précédentes et dividendes. Et le mélange des deux, là, il peut être intéressant. C'est exactement ce qui est fait dans l'article qu'on a publié ici, où justement, on va choisir dans notre podium des actions qui ont une bonne tendance, qui sont dans des tendances positives et qui ont un dividende intéressant. Et ce critère de filtre vous donne des combinaisons assez fortes et assez pertinentes. On voit ici que les bancaires sont très très fortes. On a Société Générale qui est arrivée en tête de notre classement, avec un rendement de dividende d'environ 2%, 2,3%, et une trajectoire extrêmement intéressante en performance boursière récente. C'est la même chose pour BNP Paribas, hein, sauf que là, le dividende, il est quasiment à 8%, 7,8%. Donc BNP Paribas paye mieux en dividende, et l'action a gagné 46% sur un an, là où Société Générale a gagné 100%. Et puis ensuite, on a Engie qui est numéro 2 de ce podium, avec 5% et demi en dividende et une belle performance de quasiment 80% sur un an. Donc ça, c'est des sociétés très intéressantes à regarder. Pareil, évidemment, toutes éligibles en PEA ici. On pourrait citer également Total Energy qui a un rendement autour de 5%, qui est en train de faire sa transition énergétique en cours et qui se diversifie du coup entre le pétrolier et les renouvelables. C'est assez particulier, hein, c'est assez franco-français ça. Pour une société pétrolière, aux États-Unis, ils font pas trop cette approche-là, ils préfèrent diviser le renouvelable d'un côté et le pétrolier de l'autre. On pourrait aussi regarder Sanofi, qui est un pharma défensif, on va dire, qui a des dividendes en croissance depuis plus de 20 ans, et également AXA, qui est intéressant à regarder avec un rendement assez stable entre 5 et 6%, et une performance aussi intéressante. On est à un momentum de 52, donc c'est un peu plus timide, mais voilà, vous voyez, si vous vous projetez sur 5 ans, bah, c'est un très très bon résumé. C'est une action qui est assez sûre sur le long terme, qui a une croissance assez nette, assez solide. C'est pas l'action explosive, mais c'est, on pourrait dire, comme on disait à l'ancienne, hein, l'action bon père de famille, un dividende intéressant et sur le long terme, une action qui continue son petit chemin tranquillement. Donc ça peut être une option éventuellement intéressante si vous voulez une action sereine, mais n'achetez pas cette action si votre objectif c'est de faire une performance rapide sous un an. De toute façon, sur la chaîne, on n'est jamais dans cet esprit-là. On est toujours dans l'esprit long terme et investissement plutôt que une approche trading où on essaie de faire des gains rapides. C'est pas du tout la philosophie qu'on développe. Alors une fois que vous avez fait votre choix, comment on fait ? Là, l'idéal, c'est d'utiliser une application comme Anantis. Ici, vous avez mon compte personnel en mode blurry, c'est-à-dire que tous les montants sont masqués, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Hein. J'ai 4 classes d'actifs dans mon portefeuille. Je peux déjà définir quelle est l'allocation globale de mes actions pour mon patrimoine. Donc vous voyez qu'ici, je suis un petit peu au-dessus de la target. Je suis à 45 alors que ma cible est à 40%, parce que les marchés sont très hauts depuis longtemps, donc j'ai réduit ma cible à 40.
Donc lors de mon prochain jour d'arbitrage, je devrais vendre pour environ 5% de ma poche action. Donc déjà ça me guide beaucoup. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire la même chose à l'intérieur des classes. C'est-à-dire que si je rentre dans la classe action, vous voyez que j'ai 3 portefeuilles. Quality Leaders, c'est du stock picking, Core, c'est mes ETF, et Satellite, c'est une petite stratégie minoritaire. Mais du coup, vous voyez que je peux définir des allocations pour les portefeuilles au sein de la classe. Et donc là, typiquement, je suis en retard sur mes ETF et j'ai dépassé très largement mon objectif en stock picking. Donc ça ne va pas, je ne suis pas un bon élève. Et donc pareil, dans mon prochain jour d'arbitrage, où je vais pouvoir vendre des positions, et ben ma priorité, ça va être de réduire la poche stock picking et de la transvaser en fait en ETF. Ensuite, à l'intérieur de vos portefeuilles, et ben vous pouvez tout simplement noter les positions que vous avez. Vous pouvez le faire de manière manuelle, ça se comporte exactement comme un tableur, ou vous pouvez connecter vos comptes bancaires. Vous avez un onglet banque ici, vous connectez votre compte bancaire, on récupère les actions et les ETF automatiquement, et tout ça se synchronise magiquement pour vous. Et une fois que vous avez fait tout ça, et ben vous pouvez encore une fois définir des cibles d'allocation. Ça, à mon sens, c'est une des features les plus puissantes d'Anantis, que je n'ai trouvé nulle part ailleurs dans la concurrence. C'est pour ça que j'ai développé Anantis en partie, qui me permet de définir des objectifs de cible en pourcentage à tous les niveaux du patrimoine, au niveau global pour la classe d'actifs, au niveau des portefeuilles stratégiques au sein de la classe d'actifs et au niveau des positions au sein des portefeuilles. Et comme ça, vous éliminez les biais et vous savez toujours là où il faut vendre et là où il faut acheter. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tour d'horizon rapide des grands thèmes et des grands acteurs d'actions que vous pourriez acheter en 2026, avec toujours ce petit warning. Commencez par un socle ETF, commencez par ça, c'est votre assurance contre vos mauvaises décisions. Si vous voulez approfondir ce que j'ai effleuré dans cette vidéo, vous avez tout le matériel qui m'a servi à écrire cette vidéo qui est disponible gratuitement en ligne sur Anantis, dans tout le contenu éditorial d'Anantis, et notamment cette page « Quelles sont les meilleures actions à acheter en 2026 ?» Vous avez tout le détail de ce que j'ai déroulé ici, avec les liens vers les fiches actions et les liens vers les dossiers dédiés. Par exemple, si je veux creuser les meilleures actions IA, j'ai juste à cliquer ici et j'ai le dossier dédié sur les actions d'intelligence artificielle qui est disponible. Vous avez parfois même des vidéos associées. Donc vous avez vraiment un contenu super riche qu'on a mis en ligne il y a déjà quelques semaines maintenant et que je me fais un plaisir de relayer maintenant sur la chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, ou pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à partager vos actions préférées qui vous semblent intéressantes et je pourrais éventuellement les regarder dans une vidéo prochaine. Si vous voulez tester l'application Anantis en synchronisant votre compte bancaire ou même en faisant un portefeuille de simulation en mode manuel, c'est hyper facile, vous avez juste à aller sur invest.anantis.com, vous avez le lien en description et vous créez un compte en 2 minutes si vous avez une adresse Gmail ou une adresse Apple. Et après, à vous de jouer. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous souhaite évidemment des investissements avisés et long terme. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Anantis.